bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Serpi en compagnie de l'équipe de Ripless. Et dans cette vidéo, nous allons donc voir la suite de notre investigation à propos de l'affaire de V, V étant une initiale d'emprunt, pour ménager la confidentialité de nos requérants dans le cadre de notre enquête sur une maison, principe, hantée. Dans la première vidéo, nous avons donc essayé d'écarter le surnaturel en commençant par la possibilité d'une possession démoniaque éventuelle, puisque certains points laissaient supposer éventuellement que l'un des protagonistes vivant sur place aurait pu être atteint de ce genre de choses. Comme nous l'avons vu, ce n'était pas le cas, mais le surnaturel, ce ne sont pas uniquement les possessions démoniaques. Il y a d'autres possibilités qu'il nous fallait donc également exclure. Je vous propose de voir ce volet, et je rappelle à toutes fins utiles qu'il ne s'agit pas donc d'une présentation d'un documentaire, mais plutôt d'un travail qui a été fait en interne, en toute convivialité. C'est plutôt une discussion entre nous, une répétition, une révision, donc pour affûter nos armes avant de présenter nos conclusions à nos requérants. Je vous propose donc de voir ce travail ensemble. Allons-y. Par contre, on n'a pas fini avec le surnaturel, parce qu'il y avait encore l'autre hypothèse, celle du maugré. Alors, cette hypothèse est à exclure immédiatement, étant donné que le requérant réside dans l'habitation depuis 33 ans. Mais qu'est-ce que c'est que le maugré? C'est en fait un procédé, je veux dire, qui maintenant a pratiquement complètement disparu, mais qui existait encore il y a quelques dizaines d'années, et dont j'ai été moi-même témoin, d'ailleurs, en fait. De quoi s'agit-il? Eh bien, quand il y avait des nouveaux arrivants dans une localité, petite localité de province, de campagne par exemple, l'entourage n'acceptait pas toujours les nouveaux venus. Et il leur jouait des tours pendables, des mauvaises blagues pour leur faire peur, dans l'espoir de les décourager et de les faire partir. Eh bien, je cite l'exemple de cette fois où, alors que je n'avais pas 10 ans, j'ai dû me lever pendant la nuit pour aller satisfaire un besoin naturel, mais à l'époque, dans les vieilles maisons, comme c'était le cas, les toilettes étaient situées à l'extérieur. Il fallait bien souvent donc traverser tout le jardin pour se rendre aux toilettes, et c'était le cas ici, c'était pas au bout du jardin, mais c'était de l'autre côté de la cour. Il fallait sortir, donc je me suis levé, je suis passé par la chambre de mes parents, j'ai eu l'impression de déranger un peu, enfin, je suis passé, je suis arrivé à la cour, j'ai commencé la traversée de la cour, et de l'autre côté du puits qui se trouvait à ma droite, je découvre une tête de mort, lumineuse, flamboyante, je dirais, et je peux vous garantir que dans le noir, quand on ne s'y attend pas, on n'a même pas 10 ans, ça fait son effet. Quand on y regarde de plus près, on voit qu'en réalité, il s'agit simplement d'une betterave qui a été creusée à l'intérieur et dans laquelle on a affiché une bougie, on a fait des trous à la place des yeux, à la place du nez, à la place de la bouche, on a mis des petites allumettes pour figurer les dents, et ça fait son effet, ça fait peur pour un petit gosse, quoi. Évidemment, là, papa-maman qui viennent voir, et un peu plus loin, sur la porte de la grange, on trouve quelque chose d'autre qui n'est pas tellement réjouissant non plus, c'est une chauve-souris qui a été clouée sur les portes de la grange. Donc c'est pas réjouissant. Mais il n'empêche qu'il ne s'agit pas d'un phénomène surnaturel. Clairement, c'est une intervention humaine. Ce sont des gens de chair et d'eau qui ont fait ce genre de choses. Quand on y réfléchit bien, il y a un autre point qui est inquiétant, c'est que on se dit, pour avoir fait ces blagues-là, il a quand même fallu entrer dans l'habitation qui était entièrement clôturée. Mais ça n'a donc aucun rapport avec le surnaturel. Un sort jeté, par exemple, par un esprit malfaisant, cette hypothèse est rejetée complètement grâce aux investigations de Dominique dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui s'est pour cela basé donc sur des tests bien déterminés à partir donc d'échantillons relevés dans la maison des requérants. Donc de ce côté-là, on peut être sûr également qu'il n'y a pas de sort qui a été jeté. Bon, je vais faire ici une petite parenthèse pour signaler une blague qui nous est arrivée lors de nos nombreuses visites chez nos requérants. Bon, ça reste au niveau anecdotique, mais je vais la raconter quand même. Donc, dès notre arrivée, eh bien, l'un de nos enquêteurs a eu le malheur de sortir du mauvais côté du chemin. Nous ne pouvions pas savoir que cet endroit
d'autant plus que nous nous trouvions dans le noir, était un endroit fréquemment utilisé par les personnes qui promènent leurs animaux domestiques, leurs chiens. C'est donc un endroit qui est réservé un petit peu, je dirais, aux déjections canines. Et malheureusement, bon, on n'avait pas remarqué, et en entrant donc dans la maison de nos requérants, eh bien, on a sali leur intérieur. On s'est excusé auprès de ces gens. La maîtresse de maison a fait son travail et nous a disculpés en disant, vous savez, écoutez, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, bon, ce sont des choses qui arrivent souvent. D'ailleurs, maintenant, on a l'habitude parce que voilà, les gens ne font pas attention. Il manque de savoir-vivre, bon, c'est bien connu, mais de toute façon, de notre côté, évidemment, c'était totalement involontaire. Mais la liaison que l'on peut faire et qui s'apparente à la fois au mot-gré que j'ai évoqué précédemment et à la possibilité, à l'hypothèse donc d'ensorcellement, c'est que les choses auraient pu se présenter d'une manière totalement différente si, par exemple, émanant d'une volonté humaine, cette fois-ci, des excréments avaient été placés sur le seuil de la maison. À ce moment-là, il y aurait pu y avoir, ça reste une hypothèse, je dis, il y aurait pu y avoir un signe d'une volonté d'ensorcellement, d'envoûtement, ce genre de choses. Ça peut d'ailleurs s'expliquer d'une manière totalement scientifique très pointue, mais dont le développement prendrait trop de temps. Donc ça, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Et j'ajouterai également que, donc, au niveau des investigations réalisées par Dominique, ça s'est fait à l'aide de ce que l'on appelle des baguettes allemandes. Et de ce côté-là, j'aurai également l'occasion de vous présenter les objets en question, qui sont très efficaces. Et nous avons pu assister, d'ailleurs, en direct à ces investigations de la part de Dominique, sa façon de procéder qui était parfaitement convaincante. Nous en avons été d'ailleurs assez ébahis, je dois dire. Ce qui nous a ébahis encore plus, mais ça j'y reviendrai par la suite aussi, c'est dans notre utilisation de ces fameuses baguettes allemandes. Ça méritera là une grosse parenthèse, mais ce sera probablement pour une autre vidéo, parce qu'il faut passer rapidement au reste. À la suite, que voici. Restent donc deux possibilités, celle de la supercherie, des trucages, des exagérations, des confusions. Des exagérations, des confusions, c'est possible. Supercherie, trucage, franchement, je ne crois pas. Il reste donc la possibilité du poltergeist. Euh, alors, il y a le débat, on a exclu les supercheries, les trucages, écarté les explications rationnelles sur lesquelles il faudra toutefois revenir. Reste le fameux poltergeist. Est-ce qu'on va pouvoir l'exclure ou pas? Eh bien, dans ce cas-ci, bon, d'abord, le poltergeist, est-ce que c'est vraiment une hypothèse terrible? Eh bien, les phénomènes peuvent effectivement être très perturbants. C'est pas ça qu'on a vu euh, dans la ville de V, mais ça peut quand même être effectivement très... On retrouve l'image de tout à l'heure avec les déplacements importants de meubles. Ça peut être parfois grave, comme dans le cas de Enfield, dont vous voyez ici une image, où un enfant a été projeté de son lit, violemment, heureusement qu'il atterrissait d'ailleurs dans le lit d'à côté, parce que sinon l'atterrissage aurait été difficile. Mais vous avez de la chance, parce que il ne s'agit que d'un petit poltergeist, et on peut considérer que le CERPI est l'association la mieux armée pour y répondre et pour l'arrêter. Ben, est-ce que c'est un phénomène rarissime? Il faut dire à ce propos-là que les statistiques ont souvent été faussées, ça mérite quelques explications. On a tendance à croire que le phénomène de poltergeist est très rare. Non, il est rare, mais il n'est pas rarissime. Il se produit souvent des phénomènes de poltergeist, mais généralement ils sont brefs. Il se passe quelque chose dans la maison, il y a un objet qui bouge, quelque chose qui craque, ou bien n'importe quoi, mais comme ça ne perdure pas, comme ça ne se prolonge pas, et comme c'est relativement bénin, on ne va pas appeler pour ça la police, la gendarmerie, la garde suisse et la protection civile. En Belgique, on a des cas comme par exemple à Dour, à Boussu, à Wiery, à Leuze, à Rensard, il y a eu deux cas, à Tournai, à Anderlu, à Arquatripon, à Liège. Mais en France, on a également le cas célèbre de la clinique d'Arcachon. En Allemagne, celui de Rosenheim, qui se déroulait dans un cabinet d'avocats et qui a été étudié par Hans Bender. En Angleterre, par Gillian Playfair notamment, et Ross, le cas d'Enfield chez les particuliers. Et alors, on a également le commandant, le gendarme commandant Tisanet, Émile de son prénom, qui a relevé des centaines de cas
un peu partout. C'est un cas qui a été bien documenté. On en retrouve déjà trace depuis Suétone, ça c'est le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, qui en parle, entre autres, et notamment, il faut également dire que dans la vie d'Edmund César, écrit par le même Suétone, il reconnaît le caractère d'historicité du passage de Jésus sur terre. Autrement dit, dans son livre, il parle bien de l'existence d'un certain Jésus qui a vécu à cette époque-là, mais il le considère simplement comme un agitateur politique. Il ne prétend pas que c'était le Fils de Dieu, mais en tout cas, la personne, l'historicité de Jésus a été attestée par le biais de Suétone. Il y a surtout Walter von Lucadou, qui est le père du modèle pragmatique de l'information qui porte son nom et qui va nous être d'un grand recours pour l'étude qui va suivre. On a bien entendu Carl Gustav Jung, psychanalyste célèbre qui a donné la réplique à Freud. Il y a mon ami et physicien Giovanni Cosentino, qui est un excellent enquêteur et également documentaliste, qui s'est beaucoup penché notamment sur l'affaire d'Arquois-Tripon. Bien entendu, le professeur Jean Dirkens, qui est un surdoué, polyvalent. Alors, ici, je me dois absolument d'interrompre ce reportage, cette vidéo, parce que, et nous l'ignorions au moment où nous réalisions cette vidéo, il se fait que le professeur Jean Dirkens nous avait quittés dès 2018, le 24 octobre, si mes souvenirs sont bons. Alors, je me dois de rendre hommage à ce grand personnage que nous avons connu, que j'ai rencontré, avec lequel j'ai abondamment communiqué, et qui nous a été d'un précieux secours en de nombreuses circonstances. C'était une personne d'une gentillesse infinie, d'un savoir incommensurable. On ne peut pratiquement lui trouver que des qualités, et nous déplorons cette perte cruelle, bien entendu. Donc je voulais profiter de l'occasion présente pour lui rendre un vibrant hommage et lui formuler encore un tout grand merci pour sa contribution, notamment et entre autres à l'étude du phénomène de poltergeist. Voilà. Et puis, je vais en profiter également pour rendre hommage à Feu Jean-Marie Tesmoin, qui était l'un des investigateurs principaux dans l'affaire d'Arquois-Tripon. Il y a également votre humble serviteur, qui a eu quand même la chance de pouvoir s'exprimer et interviewer la quasi-totalité des gendarmes et policiers dans l'affaire d'Arquois-Tripon, ainsi que d'autres protagonistes, qu'ils soient sceptiques, croyants, ecclésiastiques ou pas. Donc, c'est quand même assez révélateur. Ici, je vous présente une carte de visite, c'est pas pour me mettre sur un piédestal, c'est pas pour me glorifier, mais dans le cadre de notre référence, de notre conférence face aux requérants, c'était plutôt, si vous voulez, pour leur faire comprendre qu'ils avaient affaire à un interlocuteur qui connaît bien son sujet. Et bon, ben, il suffit de lire, il n'y a pas besoin d'insister sur le cas. Et ceci termine le présent diaporama. Alors voilà, on arrive au bout de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Il s'agissait donc du deuxième volet de notre exclusion du domaine du surnaturel dans l'affaire Devé. Je me dois de faire quand même un rappel pour la bonne compréhension de tout un chacun au sujet de la terminologie utilisée, donc en l'occurrence le terme surnaturel, qui regroupe donc l'ensemble des phénomènes qui sont à connotation religieuse, donc en rapport avec la religion, peu importe la confession en question. Ce sont donc des phénomènes qui ne sont pas reproductibles en laboratoire, qui ne sont donc pas susceptibles de pouvoir être étudiés scientifiquement. Alors, on pourrait toujours donc formuler des objections. On peut toujours formuler des objections et on n'a pas la prétention d'avoir fourni un travail parfait. Mais vous allez voir que par la suite, tout ceci s'affine et devient finalement irréprochable. Il y a effectivement certains sujets qui appartiennent théoriquement au surnaturel et que nous n'avons pas évoqués. Pourtant, on a parlé des possessions démoniaques, on a parlé de la sorcellerie, des envoûtements, on a parlé du mot grec, qui n'appartient pas réellement non plus au domaine du surnaturel. On a parlé du phénomène de poltergeist, mais qui, lui non plus, et ça on va pouvoir le développement par la suite, n'appartient pas plus au domaine du surnaturel. Mais par exemple, bon, il n'y a pas eu d'apparition d'entité. Ce n'est pas un cas de grande hantise, comme on dit. Il n'y a pas eu de fantôme ou quoi que ce soit. On se base notamment essentiellement sur les faits
et pas uniquement sur ce qui nous a été narré. Il faut que ce soit vérifié. Nous avons reçu donc des éléments de preuve, mais ces preuves se devaient également d'être appréciées et authentifiées ou bien rejetées. En définitive, ce qu'il convient de retenir, c'est que, et ça encore vous pourrez le voir dans le développement de nos futures vidéos, le phénomène de poltergeist, dans ce cas-ci en tout cas, est parfaitement explicable de manière totalement scientifique. Alors une conclusion s'impose, elle est parfaitement logique, si on peut tout expliquer de manière scientifique, ça n'appartient forcément pas au surnaturel. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite plein de bonnes choses, et à la prochaine. Salut, bye bye.